Mesdames, Messieurs, bonjour. Grosse colère des parents des 4 pêcheurs guet-ndariens retrouvés morts au Cap-Vert, alors que le gouverneur de Saint-Louis annonce leur inhumation sur place. Leurs familles s'y opposent et exigent le rapatriement des corps, sans quoi elles vont manifester. Saint-Louis, Momar Alisnian. Les pêcheurs guet-ndariens sont très remontés contre le chef de l'exécutif régional qui, dans une interview accordée à la presse, aurait déclaré que les familles des 4 pêcheurs retrouvés morts au Cap-Vert auraient donné leur accord pour que ces derniers soient inhumés là-bas. Une déclaration qui a soulevé la colère des familles éplorées. Khadim Fall porte leur parole. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer une injustice parce que vers 19h, on a vu à la télé le gouverneur qui parlait pour dire que les corps vont être inhumés sur les îles de Cap-Vert sous l'accord des parents. Moi je suis un des parents et les autres parents sont là. Et nous dénonçons ça que nous on n'a jamais donné l'autorisation d'inhumer nos morts sur les îles de Cap-Vert. Ce que nous voulons c'est qu'on nous rapatrie nos morts, qu'on les inhume ici près de nous. Donc nous, si l'injustice n'est pas réparée, demain nous sortirons dans les rues et on nous entendra de loin. Donc voilà le message qu'on voulait passer à l'État du Sénégal, que nous exigeons le rapatriement de tous nos morts qui ont été retrouvés sur les îles du Cap-Vert. Si les autorités n'accèdent pas à leur demande, les guet-ndariens menacent de descendre dans les rues pour se faire entendre. Rappelons que ces pêcheurs ont perdu la vie suite à une disparition qui aura duré plus d'1 mois. Aujourd'hui, dans ce quartier populaire de pêcheurs, la tension reste vive. Elle est surtout accentuée par la disparition d'une autre pirogue depuis maintenant 8 jours exactement. Saint-Louis, Momar Alisnian, iRadio. Disparition des pêcheurs sénégalais en mer, c'est très fréquent cela. Les pêcheurs du Quai de Bourg commentent. Certains d'entre eux accusent les navires de pêche étrangers, tandis que d'autres mettent en cause leurs camarades qui ne respectent pas les prévisions de la météo. Bourg, la correspondance d'Aliou Kane. Quai de pêche de Bourg, 10 heures. En cette matinée, c'est l'ambiance habituelle. Les 4 pêcheurs guet-ndariens retrouvés morts sur les côtes capverdiennes après leur disparition au large des côtes mauritaniennes est commenté par les pêcheurs. Elage estime que les disparitions répétées des pêcheurs en mer est du fait qu'ils ne respectent pas du tout les prévisions météorologiques. La météo fait des prévisions que l'on respecte avant d'aller en mer. Mais il y a d'autres pêcheurs qui ne les respectent pas. Alpha Diallo est d'origine mauritanienne. Ses 21 ans d'expérience en mer lui donnent la certitude de ce qu'il avance. Pour lui, avec les nouvelles technologies, il est presque impossible que les pêcheurs s'égarent, sans compter la maîtrise qu'ils ont pour remplir les réservoirs avant de partir en mer, avec aussi des réserves d'essence. On nous tue froidement et c'est très fréquent. Il parle des navires étrangers qui foncent sur les pirogues. Il retrace le film. Les navires de pêche étrangers nous foncent dessus. Si l'on partage la même trajectoire, ils nous écrasent. Cependant, les navires commerciaux n'en font pas partie. Djibi, lui, trouve impertinent son ami. La cause de ces disparitions est ailleurs. La nouvelle génération des pêcheurs ne respecte pas les mesures de sécurité en haute mer. Ils plongent avec des gens qui ne savent rien du tout de la mer. Et quand il y a trouble, ça vire au drame. Cependant, il estime que la commission sous-régionale des pêches est en partie responsable de ces disparitions. La commission ne nous donne que 50 000 francs quand il y a ces genres de problèmes, alors qu'il nous faut plus. On se cotise pour obtenir le carburant nécessaire pour retrouver nos amis. La commission ne tient pas un langage de vérité. En tout état de cause, presque chaque année, des cas de disparition en mer sont déclarés. L'État dit jouer sa partition, mais à quand la fin de ces drames? Aliou Kane, iRadio. Le coordonnateur du collectif de soutien à Lamine Diack réagit sur la nouvelle accusation contre l'ancien président de l'IDESAF et son fils Massata. Majib Sen dit être bien conscient que cette affaire va davantage compliquer le dossier de Lamine Diack. Ses propos sont recueillis par Mohamed Kanji. Je n'ai pas encore eu connaissance de cet article-là. Mais j'avoue que si c'est exact ce que le journal a écrit, ça va naturellement compliquer encore notre démarche. Mais l'article-là est venu un peu compliquer l'affaire. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne fait pas, c'est parce qu'on ne fait pas que c'est difficile.
comme disait quelqu'un. Alors nous allons toujours continuer à nous battre, mais je me rends compte que chaque jour on sort un document, on sort une affaire. Donc vraiment c'est assez difficile d'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour les médias. Mais en tout cas nous allons continuer. C'est la raison pour laquelle nous avons commis au nom du collectif un avocat à la personne de Maître Moussa Sarr, qui va venir vraiment nous épauler dans la lutte que nous menons, parce qu'il y a des actes juridiques et des aspects juridictionnels que nous ne maîtrisons pas. Il est midi 8 minutes, vous suivez le journal sur e-Radio. e-Radio, midi 15, le journal. L'Église sénégalaise est la présidentielle de février 2019. Elle compte jouer pleinement son rôle avec le déploiement de 1000 observateurs. Et cela nous amène à parler de l'Église et de son implication en politique. Cela n'est pas une nouveauté au Sénégal, fait remarquer le président d'honneur de l'Amicale des cadres catholiques du Sénégal. MSN évoque par ailleurs l'invite fréquente de l'Église faite aux fidèles catholiques pour qu'ils s'intéressent à la chose politique. C'est un sujet d'Awa Diop. La mission d'observation de l'Église du Sénégal n'en est pas à sa première supervision d'une élection. C'est l'avis de MSN qui rappelle que cette initiative a pour mission de faire ressortir la vérité. Depuis déjà précisément 2 ou 3 élections, l'Église du Sénégal fait une observation des élections. Je peux vous dire d'ores et déjà, l'Église ne donne jamais de consigne de vote. Ça, il faut que ça soit clair, formel. Ce qu'il est demandé aux fidèles, la vie. Soucieux du développement et de la cohésion sociale, le président d'honneur du Conseil des cadres catholiques souligne que l'Église a toujours invité ses fidèles à s'impliquer dans la gestion de la cité. On a toujours dit que le catholique n'était pas engagé en politique. Et depuis un certain temps, les différents archevêques de Dakar conseillent, il faut vous engager en politique, mais faites-le dans la vérité. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Cette mission d'observation a pour but ultime de faire ressortir la vérité des urnes. L'objectif ne peut que s'inscrire dans le cadre d'élection. Qu'est-ce que c'est qu'une élection ? C'est que ça soit clair, que la majorité des citoyens qui auront choisi un candidat, que ce choix soit respecté. 1000 observateurs seront déployés dans tout le pays par l'Église catholique pour le prochain scrutin présidentiel. L'objectif, contribuer à la paix pour une élection démocratique, transparente et dont les résultats puissent être acceptés par tous. Justement, nous sommes à 24 heures de la publication de la liste provisoire des candidats. On peut dire que c'est le moment des pressions et le Conseil constitutionnel ne soutiendra pas le contraire parce qu'il est en train d'en subir avec certains candidats à la présidentielle qui ont été recalés et qui contestent la décision des 7 sages. Ce n'est pas fini pour le juge constitutionnel car 5 juristes ont pris leur plume pour lui écrire en soutenant argument à l'appui que la candidature de Karim Wade doit être validée. Ousmane Gueye, c'est le moment des influences à quelques jours de la publication de la liste officielle. Après donc la publication de la liste provisoire demain. Faire une pression sur le Conseil constitutionnel à quelques heures de la publication de la liste provisoire des candidats pour la présidentielle, les signataires de la lettre ne veulent pas en entendre parler. Rosner, Ludovic, Ali Soutan et ses collègues disent vouloir simplement alerter, pas plus. Souvenez-vous qu'il y a eu des cas où le Conseil constitutionnel s'est décidé et les gens ont contesté. En 2012, la décision du Conseil constitutionnel a conduit à des manifestations et même à des morts. Donc nous voulons la paix et nous rappelons au Conseil constitutionnel que si on applique le droit, Karim Wade ne peut pas être candidat. Parce que l'argument consistant à dire oui, alors il n'est pas électé, il n'est pas éligible, ça veut dire quoi? Une position défendue par un autre universitaire mais qui n'a pas signé le courrier. Mamadou Sanoba, selon ce juriste, les 5 ont bel et bien le droit d'exprimer un avis. Les professeurs d'université ne sont pas en tout cas régis par le statut général des fonctionnaires. Et par conséquent, ils peuvent émettre des avis en tout cas, ou bien même engager des études de consultance sur des points de vue qui concernent en tout cas la collectivité, ou bien même qui concernent même l'espace
politique. Sur ce point, je ne vois pas où se situe le problème. Mais pourquoi ne prêcher que pour Karim Wade et Khalifa Abubakar Sall dans tout cela? Rosner Ludovic Ali Soutin répond ceci. Pour le moment, les gens qui sont levés sont en train de traiter le cas de Karim Wade. Et vous savez que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, donc les Nations Unies en tant que tel, parce que le Comité parle au nom des Nations Unies, c'est clairement posé sur la question. Mais nous avons tous également parlé du cas Khalifa Sall. Il y a des différences parce que ce n'est pas fini pour Khalifa Sall, puisqu'il y a possibilité de rabat d'arrêt. Mais il est question aujourd'hui de dire que Karim Wade n'est pas candidat. On sait que les gens veulent aller vers là, en tout cas ceux qui ont le pouvoir. Et nous rappelons aux gens que les avocats de l'État avaient demandé à la CRI de surseoir, en tout cas de supprimer les droits électoraux, les droits civils et politiques de M. Karim Wade. Le tribunal a dit non. En plus de cet enseignant-chercheur en droit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la lettre adressée aux 7 sages du Conseil constitutionnel a également été signée par Ibrahima Arouna Diallo de l'UGB, aussi 2 professeurs de l'université Paris 2, Panthéon Assas et Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme. La campagne de commercialisation de l'arachide se déroule comme prévu. C'est le ministre de l'Agriculture qui l'a fait savoir à Kolda. Cependant, Papa Abdoulaye Seck n'exclut pas d'éventuelles difficultés avant la fin de la présente campagne. Au sujet des opérateurs privés stockeurs, il déclare que les huiliers ne leur doivent rien. Papa Abdoulaye Seck est au micro de Seydou Diatta. On a visité l'usine de la Sonacos. Les présidents des fédérations, aussi bien d'OPES, aussi bien de Ziguinchor que de Kolda, étaient avec nous. Ces acteurs disent que la Sonacos ne leur doit absolument rien du tout et que la commercialisation se passe dans de bonnes conditions. Dans le Sénégal profond, le Sénégal qui travaille, on constate que la campagne de commercialisation qui a démarré le 3 décembre va bientôt atteindre sa vitesse de croisière. Il n'y a pas eu et il n'y aura jamais une campagne agricole sans problème. Mais nous sommes décidés, nous, gouvernement et acteurs ruraux, d'intervenir de façon concertée à chaque fois qu'il y a des problèmes pour essayer de les régler. Et en comparaison à la collecte globale, on se rend compte que ce qu'on a déjà collecté est largement supérieur à ce qu'on avait collecté à la même période de l'année. On se rend compte aussi que cette année, les exportations connaissent vraiment un dynamisme. Certains, au dernier pointage, on était à 18 253 tonnes à peu près, contre 50 tonnes la campagne écoulée. Donc, il y a de bonnes dynamiques. Il faut maintenant qu'on soit vigilant et qu'on se dise qu'une campagne de commercialisation n'est jamais gagnée d'avance. Il faut qu'on soit vigilant pour que, véritablement, cette campagne, à l'instar des autres qui l'ont précédée, soit majeure, une sécurisation du revenu des ruraux. Le ministre de l'Agriculture demeure convaincu que les fermes Natangué réalisées par l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA peuvent être une solution pour lutter contre le chômage des jeunes et l'insécurité alimentaire. Correspondance à Kolda, Seydou Diatta. Papa Abdoulaye Seck était accompagné de son Excellence Alberto Virela, ambassadeur du Royaume d'Espagne. Les 2 hommes ont ensemble parcouru la région dans le cadre des visites des fermes Natangué, perçues aujourd'hui comme étant la solution à l'équation de l'exode rural, du chômage des jeunes et de la sécurité alimentaire. Le ministre de l'Agriculture se dit satisfait des progrès notés dans la mise en œuvre de ce projet. Grâce à l'ANIDA, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une reconversion réussie de certains jeunes qui étaient dans d'autres secteurs d'activité. Parce que l'agriculture peut effectivement nourrir son homme. L'emploi salarié n'est pas l'unique solution pour faire face à cette équation difficile qu'est l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Le succès du projet repose en partie sur les investissements orientés vers le maintien de l'eau et les mécanismes en place pour anticiper sur les aléas climatiques. Papa Abdoulaye Seck. Si on a pu voir dans les fermes Natangué des jeunes qui peuvent travailler toute l'année, c'est parce qu'il y a la maîtrise de l'eau, la diversification. C'est parce qu'il y a aussi une maîtrise énergétique. Et c'est ça qui permet aux gens de rester en milieu rural. Cette révolution agricole, à la fois élément axial pour fixer les jeunes, a été rendue possible grâce à la coopération espagnole. L'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes demeurent une priorité pour le Royaume d'Espagne, nous dit son Excellence Alberto Virela. C'est un projet de référence qui permet de garantir la sécurité alimentaire et des revenus économiques tout au long de l'année. 27 fermes Natangué sont gérées par des femmes et des jeunes. Longtemps sous le joug du chômage et du sous-emploi, les bénéficiaires estiment que la réalisation des fermes Natangué apparaît aujourd'hui comme une initiative porteuse d'espoir. Radio Kolda, Seydou Diatta.
Ziguinchor va abriter à partir de demain le congrès des conducteurs de forage du Sénégal. Les délégations viendront des 14 régions du pays pour prendre part à cette rencontre. L'objectif, échanger avec les autorités pour trouver des solutions sur les conditions difficiles que vivent ces conducteurs de forage. Le salaire de 15 000 francs CFA par mois sera aussi au cœur des discussions. Mohamed Kandji. Ce troisième congrès des conducteurs de forage va être un moment d'échange pour mieux prendre en compte leurs préoccupations. Lassana Kamara est le secrétaire général de l'Union régionale des conducteurs de forage de Ziguinchor. Toutes les 14 régions vont être à Ziguinchor à partir du 12. Le 13 matin, on va tenir notre congrès, discuter ensemble et voir comment harmoniser nos forces. Et vraiment, nous demandons à l'État de penser aux conducteurs. Le salaire des conducteurs de forage sera au menu des discussions. Pour eux, il faudra lutter pour avoir un salaire qui leur permettra de subvenir à leurs besoins. L'État veut privatiser les forages, les remettre à des opérateurs privés. Nous acceptons, mais sur des bases. Je prends l'exemple de ce conducteur, un ami avec qui on a cheminé durant des années. C'est le conducteur du forage de Djilakoun, qui a fait au moins une dizaine d'années au niveau du forage de Djilakoun et qui reçoit un salaire de 15 000 francs par mois. Je crois que ça, ce n'est pas reconnaissant. Durant toute une année, on te donne un forfait de 15 000 francs pour un responsable de famille. Donc on s'est dit que par rapport à cette injustice, il faudra trouver une solution. C'est demander à l'État qui va être en collaboration avec l'opérateur privé de prendre les conducteurs en charge et de nous payer le salaire qu'il faut. Ces conducteurs de forage invitent ainsi les autorités à régler au plus vite cette situation. Ils espèrent au sortir de ce congrès une meilleure prise en charge de leurs doléances. Mohamed Kandji, dans quelques jours, le pont de Farafenni sera inauguré. L'ouvrage va faciliter la circulation entre le Sénégal et la Gambie. À Kaolack, les transporteurs qui se rendent fréquemment en Gambie saluent l'ouverture prochaine de ce pont tant attendu. Ousmane Dem, reportage. À ces chauffeurs de la gare routière Nioro, deux difficultés se présentent. L'une est liée à l'étroitesse de leur site où des véhicules s'entassent comme des pots de sardines faute d'espace. L'autre difficulté, c'est la traversée du fleuve pour se rendre au sud du pays. Même si ce dernier point sera bientôt réglé avec l'inauguration du pont de Farafenni, les souvenirs demeurent. Nous rencontrons beaucoup de difficultés avant de traverser le fleuve, même si on quitte à Kaolack à 5 h du matin. On passe toute la journée à Farafenni. Les longues heures d'attente pour la traversée du fleuve faisaient perdre beaucoup d'argent à ces chauffeurs et à leurs clients. C'est la raison pour laquelle ils se réjouissent tous de la construction de ce pont. Ce serait bien que le pont soit ouvert parce que ça serait plus facile pour passer. Il y aurait moins d'attente. Je viens qu'en vacances, une fois de temps en temps. Oui, c'est une bonne idée le pont. Nous prions pour les initiateurs de ce pont car ils nous ont rendu un grand service. Nous serons en mesure de voyager en toute tranquillité. Cependant, ils demandent à ce que le pont soit accessible à tous. Nous demandons par contre que le pont soit accessible à tous. Avec ce pont, les chauffeurs affirment qu'ils seront en mesure de quitter Kaolack le matin pour arriver à Ziguinchor à l'heure du déjeuner. Ousmane Dem, Kaolack, iRadio.